Pendant des années, le docteur Lehner est passé sous cette porte sans vraiment lui prêter attention. Mais lorsque les fouilles ont révélé que la majeure partie de la structure était enfouie dans le sable, Lehner a réévalué son importance. Ce qui ressemblait à un mur de 3,5 mètres était en fait une muraille colossale qui s'élevait jadis à plus de 9 mètres au-dessus du désert. On ne construit pas un portail de 8 mètres de haut pour que les hommes aillent travailler tous les jours. C'est une frontière, et c'est le passage vers quelque chose de puissant. Cette puissance, ce sont les pyramides, les tombes et les temples qui étaient les tombeaux de l'élite. Nous pensons que le mur est la frontière d'accès à tous ces éléments, le sacré, la pierre. Tout ce qui se trouve au sud, la boue et les gravats, représente le soutien profane de tout ce qui se trouve au nord du mur. Et je suis de plus en plus convaincu que c'était en fait la ville à l'époque de la construction des pyramides. Lehner pense qu'il pourrait bientôt découvrir un grand palais ou même une résidence royale du côté sud du mur, dans la ville. De l'autre côté du portail, il y avait un port, le centre des activités de tout le plateau. Il devait certainement décharger les pierres dans ce port. Il déchargeait les gens qu'il ramenait des provinces comme main-d'œuvre. Mais il déchargeait aussi toutes les marchandises et les équipements qui provenaient des fermes et des villes qui s'étaient établies pour approvisionner le chantier. Pour la première fois, les gens étaient rassemblés non plus par centaines, mais par milliers et même par dizaines de milliers. Ces foules venaient aux abords du désert pour bâtir des tombeaux pour leur roi, des gratte-ciel qui rendraient dérisoire tout ce que l'homme avait construit auparavant. Les techniques de construction étaient ingénieuses, mais aujourd'hui, elles restent encore inexpliquées. Comment les ouvriers pouvaient-ils élever ces pierres sur 40 étages? Beaucoup de chercheurs pensent qu'ils utilisaient des rampes géantes en spirale qui s'élevaient des deux côtés des pyramides inachevées pour hisser les blocs jusqu'au sommet. Il y aurait eu des centaines, voire des milliers d'hommes, probablement organisés en équipes de 10 ou 20, tirant des blocs de 2,5 tonnes sur de longs rondins de bois. Ce devait être une vraie cacophonie. On devait entendre les coups des tailleurs de pierre, l'aiguisage des ciseaux en cuivre et probablement le chant de milliers d'hommes. Ils devaient travailler à un rythme très soutenu pour poser un bloc toutes les 2 minutes et demie. Alors même que l'image de l'ancien site de construction se précise, un grand mystère demeure. D'où provenait toute cette roche calcaire, plus de 15 millions de tonnes? Pendant des siècles, le mythe populaire a prétendu que la pierre provenait d'une carrière lointaine. Mais le docteur Lehner pensait qu'il devait exister une source beaucoup plus proche. Pour en savoir plus, il alla visiter une carrière moderne utilisant pratiquement les mêmes techniques de taille qu'en 2500 avant Jésus-Christ. Les tailleurs de pierre commencent par creuser de longues saignées dans la pierre avant de tailler les gigantesques blocs. Si on retrouvait des traces de tranchées comparables à proximité des pyramides, elles indiqueraient une source de pierre plus proche. De retour à Gizeh, à quelques 250 mètres de la base de la plus grande pyramide, Lehner trouva ce qu'il cherchait, la forme éloquente d'une tranchée. On peut encore voir la marque des stries verticales de la pioche du tailleur. Il était probablement seul dans la poussière, les éclats de pierre volant dans tous les sens, creusant son chemin avec une pioche dans cet immense bloc de calcaire. Le docteur Lehner avait enfin trouvé la preuve. La pierre venait d'ici même, une carrière à 2 pas des grandes pyramides.
On peut voir un bord de la carrière là-bas, la partie rocheuse qui dépasse de cette masse de décombres. Et si on suit l'horizon du regard en traçant un cercle jusqu'à ce rocher, c'est tout le contour de la carrière de Khéops. La masse de roches manquantes correspond à celle qui constitue la pyramide de Khéops, et la taille de la carrière correspond également à celle de la pyramide. La carrière est passée inaperçue pendant des générations parce qu'elle était recouverte de débris de toutes sortes. Lehner pense que ces décombres sont tout ce qui reste des rampes de construction des pyramides. Une fois leur travail achevé, les bâtisseurs ont démoli les rampes et en ont déversé les restes ici, dans la carrière. On cherchait les restes des rampes des pyramides. Ce sont des couches et des couches de cette poussière calcaire. Ensuite, ils ont construit un mur de boue et d'argile pour retenir tout ça. Et cette matière est très solide. Mais si on veut la désagréger, ces éléments s'effritent très facilement avec une pioche. Ça devait donc être le matériau principal des rampes des pyramides, parce qu'il y a ici des tonnes, des millions de tonnes de cette matière. Même après avoir résolu le mystère de la construction des mausolées des trois pharaons, tant les scientifiques que les novices restent impressionnés par l'envergure de cette entreprise antique. Les découvertes de Lehner sur ce site peuvent contribuer à écarter certaines des théories les plus farfelues. Il est pour moi beaucoup plus mystérieux et étrange de penser que ces constructions ont été bâties par les civilisations de Khéops, de Képhren ou de Mykerinus, plutôt que d'adopter la solution de facilité que représentent les extraterrestres. C'est une dérobade. Nous ne savons pas comment elles ont fait, elles ont été construites par quelqu'un d'autre. D'abord, c'est du colonialisme de penser que c'est l'œuvre d'une civilisation inconnue. Ensuite, je pense que cela ne résout en rien le mystère. Ces constructions ont demandé tant de souffrance, tant de dévouement de la part des gens qui, comme nous le savons, vivaient ici, sont enterrés ici et fabriquaient du pain dans la boulangerie. Alors que la grande pyramide de Khéops s'élevait dans le désert, presque terminée, une poignée des meilleurs artisans de l'ancienne Égypte commençait à travailler sur un autre présent pour le pharaon. Pendant des milliers d'années, des pèlerins sont venus ici pour contempler l'œuvre des bâtisseurs de pyramides, ignorant que sous leurs pieds se trouvaient des trésors enfouis. En 1954, un caveau voûté fut découvert sous ces blocs, à côté de la base sud de la pyramide. À l'intérieur, les chercheurs ont retrouvé les restes d'un bateau, un très grand bateau. Farouk El-Baz se souvient de l'émoi provoqué par la découverte. Ce jour-là, on a annoncé la découverte d'un bateau, une sorte de barque funéraire, celle qui avait transporté le pharaon vers l'ouest, en naviguant dans la direction du soleil, pour qu'il soit enterré ici même. Tout le monde s'attendait à ce qu'on retrouve sa momie, parce que la momie de Khéops n'avait pas encore été retrouvée. Touhami Mahmoud Ali dirigeait l'équipe des fouilles. J'étais content parce que nous avions découvert un bateau semblable à aucun autre dans le monde. Touhami fut un des premiers à pénétrer dans la voûte en près de 50 siècles. Mais au lieu de la momie du pharaon, c'est un bateau entièrement démonté qu'ils retrouvèrent. 1224 pièces de cèdre poli, disposées d'après un observateur comme les éléments d'une maquette. Il a fallu 13 années de travail soigné pour reconstituer le bateau. Les anciennes techniques de construction navale, comme le fait de fixer à la main les planches au bastingage, ont été scrupuleusement respectées. D'après les historiens spécialisés en construction navale, ce navire est un chef-d'œuvre de construction en bois, aussi impressionnant à sa façon que les pyramides de pierre. Mais même lorsque le vaisseau commença à prendre forme, les experts avaient des opinions divergentes sur sa destination originelle. Certains affirmaient qu'il ne s'agissait que d'une barque funéraire, d'autres pensaient que c'était un navire pour le pharaon dans l'au-delà. Les hiéroglyphes de la pyramide d'Ounas, non loin de là,
suggère qu'un pharaon devait naviguer sur 2 bateaux différents dans sa poursuite du soleil éternel, un pour la journée et un autre pour la nuit. D'autres bas-reliefs, comme ceux retrouvés sur les murs de la tombe de Thi, constituent des documents attestant l'importance de la navigation sur le Nil. Ils n'apportent cependant aucun élément neuf au débat, sauf en ce qui concerne la manière dont étaient construits les bateaux à l'époque. Quelle qu'ait été son utilisation, ce navire de 47 mètres devait être aussi impressionnant à l'époque qu'il l'est aujourd'hui. C'est un des plus vieux bateaux du monde. Hébergée dans son propre musée, la barque de Khéops attire quelques 200 000 visiteurs par an. Ces deux-là sont pour l'ancre. Et la grande, c'est pour le pousser loin de la berge. C'est la petite cabine pour le capitaine. Et la grande cabine, c'est pour la momie de Khéops. Tout est en bois de cèdre. 34 ans plus tard, les scientifiques se préparent à examiner le contenu d'une seconde chambre souterraine qui se trouvait à 2 pas de la première. Mais cette fois-ci, ils ne devront pas creuser. Le docteur Elbaz, directeur du centre de télédétection de l'Université de Boston, ainsi qu'une équipe de scientifiques parrainés par la National Geographic Society, ont commencé par utiliser un radar pour application géologique qui leur a permis d'obtenir une carte grossière des formes enfouies. Cette approche ultramoderne a contribué à résoudre un des problèmes les plus épineux de l'archéologie: comment explorer un site sans le détruire. On creuse seulement pour dégager les quelques centimètres de terre meuble se trouvant sur l'une des énormes pierres couvrant la cavité. L'archéologie n'implique plus le pillage ou la destruction pour découvrir des vestiges, parce que le site lui-même est peut-être déjà un vestige qu'il faut préserver, tel que nos ancêtres l'ont laissé à l'origine. C'est donc une nouvelle conception que nous avons de l'archéologie et qui peut s'appliquer à bien d'autres domaines. La clé du plan consiste à creuser un petit trou à travers le bloc de 2 mètres d'épaisseur jusque dans la voûte, tout en empêchant l'air d'y pénétrer. Lorsqu'on ouvrit la première chambre en 1954, l'air y était encore fortement imprégné d'une odeur de cèdre. Il y avait donc une possibilité pour que l'air de cette crypte soit encore le même qu'il y a 46 siècles, une découverte scientifique inestimable. Bob Moores, de Black & Decker, développa un sas perfectionné destiné à empêcher l'air de l'époque de se mélanger à l'air actuel. Un système d'anneaux et de joints de sécurité serait fixé à la pierre. La foreuse s'enfoncerait dans la pierre calcaire à une vitesse de 10 cm à l'heure, avec des interruptions fréquentes pour enlever la poussière et les débris. Le système unique de Moores rendrait alors l'orifice étanche à l'air, pendant qu'on y introduirait d'autres instruments. À l'intérieur de la crypte, on prélèverait des échantillons d'air et on les analyserait afin d'y déceler des traces de polluants modernes. Leur absence pourrait expliquer l'excellent état de conservation du premier bateau. Peter Towns, de la National Oceanic and Atmospheric Administration, supervise